Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu au micro. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mordu. Et ouais, aujourd'hui, je vous fais revivre un petit bout du premier Glisse & Van Paris Show où j'ai eu la chance de poser mes micros dans une ambiance de festival. Du son, le speaker pas loin, le soleil et l'énergie des riders autour de nous. Mon invité du jour, c'est Guillaume Collin, champion du monde de parasurf, pionnier du site Wingfoil, conférencier, ingénieur de formation, un parcours incroyable qui force admiration. Dans cet épisode, Guillaume nous raconte comment il a transformé un accident dramatique en moteur de reconstruction, son ascension jusqu'au titre mondial à Huntington Beach et comment il a carrément inventé une nouvelle discipline, le site Wingfoil, en bricolant son propre matériel. Vous allez voir, Guillaume est à la fois humble, inspirant et terriblement passionné. Un rider qui incarne la résilience et l'innovation sans jamais perdre de vue le plaisir de la glisse. Allez, je vous embarque avec moi pour cette rencontre. C'est parti! Salut Guillaume, bienvenue sur Mordu. Salut Mathieu, merci. Bah ouais, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Alors, c'est très sympa parce qu'on est au Glisse & Van Show de Paris. On a Volkswagen qui nous a prêté un super endroit pour pouvoir enregistrer. On les remercie. Pour les auditeurs, vous entendrez peut-être un petit peu de musique. Ou Chris, le speaker, qui braille à côté. Bah écoutez, ça fait partie de l'ambiance. Vous seriez un peu avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Guillaume ? Bah écoute, ça va super bien, super content d'être là. Merci de m'accueillir dans ce podcast, ça fait plaisir. Et puis là, on est super bien accueillis sur ce lieu, les pieds dans l'eau, le temps est magnifique. On est bien, tout simplement. Toi, t'es Montpelliérain, là? Moi, je suis Montpelliérain, ouais. Ouais, donc c'est bien de monter à Paris et d'avoir un peu de soleil. Bon, toi, quand tu te présentes aujourd'hui, tu commences par dire par quoi? Sportif, ingénieur, conférencier, rider passionné, c'est quoi? Parce que t'as un peu ça dépend de la personne qui est en face, mais c'est un peu tout ça, tu l'as bien résumé, c'est sportif, champion du monde de parasurf, Wingfoil aussi, avec j'ai la chance d'être un peu le précurseur, le pionnier dans cette pratique, cette discipline que j'ai adaptée pour en faire assis avec mon handicap. Et à côté de ça, dans la partie professionnelle, j'interviens comme conférencier en entreprise pour motiver, pour inspirer et pour faire des parallèles avec les valeurs des entreprises, évidemment. Parce que j'ai vu que tu étais ingénieur, toi. Je suis de formation ingénieur, okay, ouais. J'ai fait école d'ingénieur, ingénieur dans la construction. J'ai 16 ans d'expérience en entreprise, donc je suis passé d'ingénieur, chef de projet, directeur de bureau d'études dans la construction. Et j'ai changé l'année dernière pour m'impliquer encore plus dans le sport, partager ce que j'aime et puis partager ça également en entreprise, du coup, comme je te disais, avec des prises de parole motivationnelles, inspirationnelles. Ouais, et j'allais te poser la question, c'est quoi ton moteur? Mais j'ai l'impression que tu l'as déjà dit, c'est partager, c'est ça? Le moteur initial, c'est le plaisir du sport, de la glisse en particulier, et évidemment partager ça. Ouais. Alors toi, t'as pas commencé dans la glisse, hein. Je crois que j'ai cru hier que t'as commencé plutôt dans les sports urbains. C'était de la glisse urbaine, ouais, parce que quand t'as 12 ans, c'est plus simple de mettre tes rollers, d'ouvrir le portail et d'aller faire du roller dans la rue, du skate ou du BMX. Et la glisse et les sports nautiques en particulier, j'ai grandi à Montpellier, hein, c'est arrivé un peu plus tard. Alors mes parents me mettaient à faire des stages d'optimiste, de bicat quand j'étais jeune, mais après avec les 18 ans, la voiture, la planche à voile sur le toit, c'est là que je m'y suis vraiment mis. Ouais, bah Montpellier, c'est un gros hotspot français, hein, pour la glisse. Ça l'a été beaucoup pour le kite, hein. C'est là-bas que notamment que ça a bien explosé. C'était quoi les spots où tu traînais, des spots de jeunesse là où t'allais faire du roller dans Montpellier? Ah mais c'était vraiment alors moi j'étais juste en dessous de Montpellier, un petit village à côté là, c'était vraiment dans la rue, hein. La rue, on construisait des tremplins en bois pour faire des sauts, on faisait du street hockey avec des potes là, des crosses de hockey, on faisait ça dans la rue et le skatepark de Gramont qui était déjà hyper développé à l'époque, c'est un super skatepark et là ils en ont fait un truc magnifique, incroyable. Ouais, c'est à Montpellier qu'il y a le FIS, hein. C'est ça, il y a le FIS à Montpellier, donc t'as une énorme énergie,
synergie et émulation autour des sports de glisse, des sports urbains à Montpellier est un skatepark qui est absolument incroyable. Tu as eu toute cette jeunesse à Montpellier, tu l'as évoqué, hein, tu es champion du monde de parasurf, aujourd'hui tu es en fauteuil. Tu as eu un accident de planeur, c'est ça, il y a une dizaine d'années, je crois? Exactement, planeur en 2015, été 2015, accident dans les Alpes, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as traversé cette période? Est-ce que t'es passé par la phase un peu classique quand il arrive des gros chocs dans la vie, un peu la phase de déni, puis la phase de deuil, puis la phase très dure, puis la phase remonte? Je pense que tu retrouves ces étapes-là, peut-être pas forcément dans le même sens. Là, t'as pas... Ouais, donc je me suis craché, il y a un handicap. T'as pas forcément un deuil immédiat parce que... Alors moi, je me suis cassé le dos, la colonne vertébrale, j'ai une vertèbre lombaire qui a explosé et qui a touché la moelle épinière. Ça l'a abîmé, mais ça l'a pas complètement sectionné. Si la moelle est complètement sectionnée, c'est-à-dire que t'as normalement aucune chance de récupération. Il y a plus de connexion entre le bas du corps et le haut du corps. Moi, elle était pas sectionnée, elle a été abîmée, donc il y avait un espoir de récupération. Donc il y a forcément pas de deuil immédiat, il y a juste d'un côté c'est positif, il y a de l'espoir. De l'autre, c'est aussi dépenser de l'énergie, parce que j'étais à fond dans la rééducation, dans quelque chose d'incertain, sans savoir jusqu'où ça va aller. Donc il y a un peu cette difficulté mentale-là. Mais en tout cas, c'est pas un deuil immédiat, parce que je voulais à ce moment-là tout donner en rééducation pour récupérer au max. T'as quel âge à ce moment-là? 2015, j'avais 31 ans. D'accord. Mais voilà, après le deuil, il arrive après quand... Il y a une phase de progression dans la rééducation. Quand au bout d'un moment, on arrive à un certain palier, un plateau, on se rend compte que bon, voilà, ça y est, ça va s'arrêter là, ça va plus progresser. Ben, c'est là qu'il faut, il y a la phase d'acceptation et donc du deuil de ce que j'ai pas pu récupérer. Donc, mais ce deuil, voilà, cette partie deuil, elle arrive 8 mois après l'accident. Donc c'est 8 mois d'hospitalisation. Dans mon cas, hein, ça peut être plus ou moins suivant les cas, mais dans mon cas, c'était 8 mois de rééducation avant de me dire, ok, ben, je vais sortir de ce centre de rééducation en fauteuil roulant. Et donc la sortie du centre, c'est aussi un deuil, puis une phase de renaissance à redécouvrir la vie de tous les jours. Et le sport, ça tout de suite, parce que le sport pour le plaisir, quelque part, à quel moment t'as commencé à y repenser? Ça a été tout de suite ou... Le sport pour le plaisir, non, c'était, comme je te disais, c'était l'activité physique dans un cadre de rééducation au début. Et comme je suis sportif, il y a quand même un peu ce goût de l'effort, donc c'est quelque chose qui c'était pas ma passion, évidemment, c'était de la rééducation, c'est pas forcément très fun, mais j'avais quand même ce goût de l'effort qui m'a poussé, qui m'a fait avancer. Et petit à petit, c'est la rééducation qui a laissé sa place au plaisir et à la découverte des sports qui vraiment m'intéressaient et qui me faisaient vibrer. Et est-ce que y a le sport, mais à quel moment tu t'es dit je vais surfer? Parce que moi je suis ultra admiratif des personnes voilà, quand quand t'as un handicap, enfin dans un fauteuil, enfin tu vois, c'est déjà une galère quand t'as tes deux jambes, que tu peux marcher, de charger le matos, de prendre sa bagnole, t'arrives sur le spot, y a pas d'air, t'arrives sur le spot, y a trop de vagues. Enfin, déjà, les gens, ils me regardent, ils disent, putain, mais qu'est-ce que t'es motivé, toi? Ouais. Ben, je fais, attends, les mecs qui sont, voilà, donc déjà, moi, c'est beaucoup plus simple pour moi que pour toi, d'un point de vue logistique. Et moi, j'ai énormément d'admiration. Admiration, d'ailleurs, qui est nourrie, j'en profite, je crois que j'en ai jamais parlé sur ce podcast, d'un docu que j'avais découvert juste avant les Jeux, qui s'appelle The Rising Phoenix, qui parle des athlètes paralympiques. Et à quel point tu découvres les histoires de tous ces athlètes, et tu vois déjà le fait d'arriver à la compète, bah déjà, chapeau les gars, quoi. Enfin, moi j'ai un espèce d'énorme respect pour ça, que je te partage vraiment volontiers. Mais à quel moment toi tu t'es dit bon, je vais faire du sport? Parce que ça aurait été peut-être plus facile de te mettre au ping-pong, au c'est tennis. sûr, mais après voilà, tu décides pas des activités qui t'animent. Et moi enfin tu vois, c'était voilà les sports de glisse à la base. Hein. Je faisais de la planche à voile, du kitesurf, du surf. C'est ces sports-là qui m'animent, les sports d'extérieur. Et donc, tu te poses pas forcément la question. Et puis l'envie de se remettre à ces sports-là, elle est bien au-dessus enfin, je me projetais pas dans la partie logistique en fait.
je sais pas, je me suis même pas posé la question. Et alors, effectivement, c'est pas facile. Et même 10 ans après, tu vois, à chaque fois que je fais une session, il y a toujours cette partie logistique qui est galère. Mais elle n'efface pas le fait qu'il y a le plaisir de la glisse qui prend le dessus et qui reste là. Et je pense que j'ai voulu me remettre à la glisse, mais en fait, assez rapidement. Parce que la petite histoire, elle est quand même assez forte. C'est que j'étais encore en centre de rééducation. Dans cette phase d'acceptation, tu vois, c'est là que je comprenais à comprendre que j'allais pas pouvoir remarcher, que j'allais être en fauteuil roulant. Et c'était en 2015. Et donc j'ai fait des recherches sur internet, tu vois, glisser assis, glisser sur les... Enfin, je savais, sur Google, hein, tout simplement, j'ai fait ma recherche. Et c'était en 2015 les premiers championnats du monde de parasurf qui étaient organisés en Californie et qui étaient retransmis sur YouTube. Et donc je regarde ça. Et là j'ai vu un gars qui est une légende du parasurf, un surfeur brésilien, Felipe, avec le même handicap que moi. Felipe Lima. Felipe Kizu Lima, exactement. Et en fait, je l'ai vu assis sur sa board dans des vagues, voilà, puissantes avec la vitesse, les manœuvres et tout. Et c'est là que j'ai compris que je tenais quelque chose, et que j'ai compris que moi aussi, alors, sans vouloir devenir comme lui ou avoir son niveau à ce moment-là, hein, que je pouvais faire quelque chose qui m'animait. En fait, voilà, c'est de l'inspiration pure. Ce gars m'a inspiré à ce moment-là dans mon lit d'hôpital. Alors j'étais encore à l'hôpital, c'était pas le moment de m'y mettre encore, mais voilà, après être sorti du centre, je suis allé voir le club de surf local, je lui ai parlé de surf, handi-surf assis, ou wave ski aussi, c'est le même support. Wave ski, c'est un sport qui existe depuis aussi longtemps que le surf, mais qui est peu connu, hein, c'est pratiqué pas très médiatisé, pratiqué par des passionnés. Et alors le gars a froncé les sourcils, il connaissait pas vraiment le wave ski, mais il m'a dit bouge pas, il allait dans son local, et en fait il avait une vieille planche qui traînait, mais pleine de poussière, mais qui avait une planche collector, qui était là depuis, je sais pas, 20 ou 30 ans, tu vois. Et donc ça a été ma première board. Ouais, was meant to be, quoi. Enfin, c'était Voilà, vraiment... il fallait se mettre dans voilà. l'aventure, quoi. Ah, génial. Et alors, là où l'histoire, elle est assez incroyable, c'est que, donc quand est-ce que tu commences le parasurf? Du coup, quand je suis allé voir c'était pas tout de suite après ma sortie de l'hôpital, parce qu'il y a une grosse phase de réadaptation à la vraie vie, tu vois, enfin à la vie de tous les jours, avec le fauteuil roulant, avec les galères du fauteuil roulant, alors qu'à ce moment-là, je suis encore débutant en fauteuil roulant, enfin, tu vois, il faut prendre ses marques. Puis je voulais essayer aussi plein d'activités qui étaient déjà fléchées comme accessibles et adaptées pour commencer doucement, donc le basket fauteuil, le tennis fauteuil, enfin j'ai testé plein de sports comme ça. Et puis peut-être un an après ma sortie du centre, j'ai testé le wave ski, le surf assis. Ouais. Excellent. Tu me racontes ta première session? Première session, ouais, c'était avant d'aller voir ce club de surf local à Palavas, là où j'habite. J'étais allé sur la côte basque à Saint-Jean-de-Luz. Un gars qui faisait des initiations, qui louait du matos. Et donc je l'ai appelé en disant voilà, je suis en fauteuil, je veux tester le wave ski, et c'est là que j'ai commencé. Donc sur la vague de Saint-Jean où tout le monde fait du foil maintenant. À Sainte-Barbe, là, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, il est parfait, il est parfait ce spot pour ça. Très bien, c'était ma première session. Et t'as tout de suite kiffé À la première session, c'est comme tous les sports de glisse, la première session, c'est pas là où tu prends des sensations, c'est là où tu comprends la hauteur de la marche, l'instabilité du support. Ouais, c'est instable. Ah, c'est hyper instable. Ouais, t'as beau être assis, t'as pas le pop-up à te mettre debout comme en surf, mais t'es quand même assis sur un truc qui est pas large, et c'est hyper instable. Donc quand tu t'as pas l'habitude, que tu manies pas bien la pagaie, parce que donc on est assis, mais on a une pagaie de kayak, hein, c'est pas facile. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'avais vu que ça ressemblait un peu à un kayak, donc j'avais pas pensé que c'était hyper instable. Donc t'as pris de l'eau, enfin tu tombais. Ouais, voilà, c'est comme tout début dans un sport de glisse, tu tombes beaucoup, mais tu t'amuses, tu commences déjà à avoir des petits prémices de sensations qui commencent à naître. Alors, ce qui est assez mythique dans l'histoire, c'est que c'est ce Brésilien, les Felipe, qui t'inspire. Tu vois les images, et puis il y a pas si longtemps que ça, en Californie, tu l'as battu, c'est ça? Alors, pour être exact, je suis champion du monde. Il était pas là à ces championnats-là. Ouais. Donc je l'ai pas battu ce jour-là. Mais je l'ai rencontré combien de fois là, Felipe, depuis 3-4 ans, on s'est rencontrés 6 fois. Et pour l'instant, mais vraiment une fois sur 2. Génial. Dans l'ordre, quoi. C'était, il a gagné, j'ai gagné, il a gagné, j'ai gagné, il a gagné, j'ai gagné. Qu'est-ce que Donc la prochaine fois, normalement, c'est la sienne, mais. Qu'est-ce que ça fait de
tu vois, de se dire en 7-8 ans, t'as réussi à, finalement, il y a un gars qui t'inspire et c'est long et c'est pas long 7 ans, quoi, pour monter à ce niveau-là Ouais, je sais pas, t'as parce vu que le gars et en même temps ça, ouais, moi, la compétition, alors c'est pas forcément ce qui m'anime. Moi, j'aime aller sur les événements pour rencontrer les gens et partager. Et à mes premiers championnats donc du monde qui étaient en 2022, et j'étais beaucoup plus content d'aller sur place, de le rencontrer lui et tout le monde, que en soi de participer à la compétition. Mais après, ça reste du surf, du parasurf. C'est une compétition, mais ça reste un contexte quand même très cool, très sympa, même s'il y a la compète évidemment qui est importante, hein, mais l'ambiance est top. T'es quand même champion du monde Ouais. à Huntington Beach, qui est un Ouais. spot mythique de Los Angeles. Je crois que c'est le spot. On avait reçu ici Tristan Guibaud, je sais pas si tu vois qui c'est, un pro surfeur. Et c'était un de ceux qui avait fait, il avait surfé entre les gros poteaux de la jetée là. Il y a des images tu peux t'amuser à scorer. Je sais pas si ça vaut un peu plus de points quand tu zigzags entre Non, les poteaux. non, mais il paraît que ça fait bien peur. Ouais. Il paraît que ça fait bien peur. Mais après, quand t'es là-bas, t'as un courant qui remonte, donc c'est pas mal pour remonter. Sauf que quand la série arrive et que t'es dans les poteaux en train de remonter, ça peut faire secouer. mal. Ouais. T'es mobile, t'es aussi mobile que quelqu'un qui fait un canard. Est-ce que t'es encore plus mobile parce que t'as les pagaies Je t'avoue que je sais pas trop comparer. Je suis complètement sanglé à la board, donc je peux pas faire un canard comme en surf. C'est plus, on appelle ça un canard en wave ski aussi, mais c'est plus une tortue avec un longboard. Comme un longboard, on se remet complètement à l'envers, on plante la pointe avant, enfin le nose de la board pour que elle se plante dans l'eau et que se fasse pas emporter par la vague qui passe par-dessus. Et une fois que la vague est passée, on esquimote comme en kayak, hein, la technique de coup de pagaie pour se remettre droit, puis on continue à pagayer. Mais voilà, après on a plus de volume qu'une planche de surf. Donc T'as combien de litres? Sur moi, j'ai 95 litres. Ah ouais, 95 litres. Ah ouais, donc Sachant t'as que du c'est volume. déjà- Ouais, Pour que les auditeurs qui se rendent compte, Oui, il y a du volume. 95 litres, c'est la board, c'est une board de wing pour personne intermédiaire. On tient debout dessus 95 C'est litres. ça. Une planche de surf, un longboard, ça va faire 40-50 litres. Et une vraie shortboard, ça fait 25 litres à peu près. Ouais. Ah ouais, donc t'as du volume, ouais. T'as du volume, ouais. Après, sur la forme du wave ski, en fait, t'as une grosse bulle à l'arrière. Ouais. Donc, en fait, c'est du volume À l'arrière. un volume perdu, mais qui te sert à justement passer la barre et pas basculer en arrière quand t'as une vague qui te... Alors, pas quand tu fais la technique du canard, quand c'est une vague qui est un peu moins grosse et puissante, tu la passes en direct, hein, tu continues à pagayer dedans. Pour pas que ça te fasse basculer en arrière, t'as un gros volume t'as un gros volume qui te rebascule en avant. Bon. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? T'es pas compète ni rien, mais Bon, c'est cool quand même. Ah, ça va. Alors, ce qu'il faut, je vais vous dire aussi pour les gens qui voient pas, qui ont pas vu les images de Guillaume et tout, t'as 41 ans. Ouais. Ah, il fait genou, je suis un peu jaloux parce que j'ai pas tellement plus que ça, mais je suis un peu plus tapé du coup, quoi. Mais ouais, quand je te dis champion du monde, t'as Non, le mais smile, c'est très ça fait cool. briller les Mais yeux. quoi. voilà, la médaille, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau et je suis content de l'avoir quand même, c'est une belle cerise. À quoi t'as pensé là quand t'étais sur le podium, quand on t'a remis le truc, qu'est-ce que tu t'es dit? Après, tu vas aussi pour représenter ton pays et c'est ça qui est fort. Hein. T'as une super émulation d'équipe quand on est sur place avec l'équipe de France. Et donc, je suis content personnellement, mais je suis aussi content de rapporter des points pour l'équipe de France. Et d'ailleurs, on a gagné la médaille d'or par équipe aussi. Génial. Qu'est-ce qui a fait ta différence dans ta catégorie? Qu'est-ce qui fait que t'es au top? C'est quoi? C'est la lecture de vague, Là, la sur stratégie? cette finale-là, c'était incroyable, mais c'était un scénario parfait pour moi. Les autres se sont un peu précipités sur les premières vagues qui arrivaient, que je trouvais pas assez, qui avaient pas assez de potentiel pour moi. Donc j'ai attendu, j'en ai prise une que j'ai bien scorée. Et du coup, en remontant, je venais de prendre ma vague, j'étais dernière prio, j'avais pas la prio. Et j'ai vu un décalage, une vague qui arrivait, qui avait décalé, que j'avais eu, mais qui sort très rarement, une fois de temps en temps, mais je l'avais eu pendant l'entraînement, pendant la semaine, et j'ai fait, mais c'est la même. Ah bah ouais. J'ai pagayé comme un fou pour l'avoir, j'avais pas la prio, mais les autres étaient à la rue, du coup. Et je l'ai prise, j'ai bien scoré, et du coup, j'ai mis tout le monde combo, avec ces deux vagues-là. Et il restait, encore 20 minutes de session. Donc j'ai mis les autres combos, je me suis mis au pic, priorité, et j'ai fait de la stratégie,
jusqu'à la dernière minute où il y a une bombe qui est arrivée et je l'ai prise pour me faire plaisir et j'ai scoré encore mieux. Donc tu peux pas faire mieux comme scénario. Ah, la finale de rêve, Ouais, génial. Ah, ça file des frissons. Alors tu fais du parasurf, mais tu l'as aussi dit en intro, hein, t'es un pionnier du para-wingfoil. Alors, comment ça t'est venu l'idée du para-wingfoil? Parce que alors, le wingfoil, ça a 5 ans. Le para-wingfoil, ouais, effectivement, j'en ai pas encore vu beaucoup sur les spots, là. Ben, moi, j'en vois toujours pas beaucoup sur les spots. Donc, moi, je m'y suis mis il y a 2 ans. Ouais. Je m'y suis mis il y a 2 ans. Alors, évidemment, je suivais ça et j'avais forcément cette envie, moi qui aime les sports nautiques, de glisse, de vent, de me dire qu'il fallait que je teste ça un jour. Mais le déclic qui a vraiment allumé la mèche, c'est quand j'accompagne un pote, donc valide, hein, une session, moi j'y vais pour prendre un peu l'air, être spectateur, machin. Et il commence à griller son matos sur le parking de la plage et il me file la wing. Et donc je la prends dans les mains. J'étais sur le fauteuil roulant et je ressens cette force de vent dans les bras là et mon cerveau qui bascule 20 ans en arrière avec les sensations de planche à voile et de traction dans les bras, de glisse. Et je me suis mis à faire mes premiers bords de wing sur le parking au fauteuil roulant. Et en fait, la position est à peu près la même que celle que j'ai aujourd'hui, tu vois, position assise avec un peu désaxé parce que forcément je fais face à la direction où je vais et j'ai le tronc un peu en torsion. Je me suis mis à faire mes premiers bords comme ça, les jibes et tout sur le parking. Et c'est là que je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Comment t'as fait pour adapter ton matos? Parce que, tu vois, c'est là où je me dis, il y a l'envie d'eux, mais toi, tu peux pas dire direct, je teste, en fait. Il y a déjà le truc de, voilà, ok. Alors, il y a personne qui l'a fait avant moi, comment ça va marcher cette histoire, quoi? Mais, tu vois, je pars pas de rien parce que j'ai cette connaissance un peu avant mon accident, donc de la navigation, ouais. De la planche à voile, du kite, des allures de vent, etc. Et puis, j'ai aussi, parce que j'ai les compétences que j'ai acquises plus récemment avec le wave ski, le surf assis. Et en fait, j'ai transposé le matos de sanglage du wave ski sur la board de wing. J'ai adapté un siège pour m'asseoir dessus. Après, ça a été pas mal de tests, d'essais, d'erreurs pour trouver le bon réglage. Parce que une fois que je suis sanglé, je peux plus bouger. Enfin voilà, puis le foil c'est assez sensible, hein, au centimètre près, ça peut te déstabiliser ou te foirer une session. Mais voilà, après des essais, des erreurs, j'ai trouvé le bon calage. Ouais, et ça marche bien. Je me dis c'est pas simple parce que quand tu débutes en wing, il y a vraiment ce côté, alors les gens voient, tu pompes sur l'aile, mais en fait tu pompes aussi sur les jambes. En fait, t'essayes d'envoyer les hanches, les trucs et tout ça. Donc, tu vois, tu démarres, on t'explique qu'il faut faire comme ça, et en fait, je me dis, quand toi t'as démarré, tu t'es pas dit, c'est sûr que ça va marcher, peut-être que je savais peux pas faire. Tu sais pas. Ouais, t'as accepté le fait que ça marche pas, voilà, quoi. j'ai acheté du matos, je savais que je prenais un risque, j'achète du matos, première chose que je fais, c'est que je passe la board à la défonceuse pour ajouter les inserts. Ouais, ok. Sans savoir si ça allait marcher, donc du matos neuf, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur au début, mais bon, voilà, c'était le pari, hein. C'était le pari. Et du coup, t'arrives à sortir, t'as besoin de beaucoup de vent maintenant, ou tu peux sortir dans n'importe quelle condition? Moi, il me faut quand même, pour être à l'aise, 15 nœuds. Ok. À partir de 13 établis, je peux commencer à sortir, donc ça, décoller c'est sur une risée. 25-30 km/h ouais. de vent. Mais ce qu'il faut pour la plupart des riders. Hein, ouais. Après, en valide, t'en as qui un peu là tout à l'heure, là, on avait sur le plan, là, il y a 5-10 nœuds et ils arrivaient à décoller, mais parce qu'ils pompent beaucoup avec les jambes, ce que je peux pas faire. Mais voilà, à partir de 15 nœuds, ça marche bien, et puis après, je me fais plaisir de manière à l'aise jusqu'à 35 et après, je suis un peu, c'est un peu l'aventure, mais ça se fait aussi, tu vois. Ouais, parce que t'as fait le défi wing, hein, c'est le plus gros rassemblement, alors, à la base de planchistes, maintenant de kiteurs, et encore aussi de wingfoilers, hein, donc c'est 200, 300, 400, je crois jusqu'à 700, 800 plancheux, alors, je nous, crois. cette année, on était 600 en wing, et alors planche, non, ils sont, 1000, je sais plus les chiffres, 1002, 1004. Il y a du monde sur l'eau. Et donc toi, tu t'es mis à l'eau au défi wing, c'était cool, c'était une bonne expérience? Ah, c'était génial. Moi, ça fait 2 ans que je le fais, ouais. Et c'est pas très loin de chez moi, en plus, c'est pratique, et il y a une super ambiance. On est 600, donc en wing, cette année, on était 600 sur l'eau, grosso modo, et super ambiance, quoi. Et c'est quoi tu te dis, tiens, j'ai envie d'être un précurseur et d'inspirer du monde, et j'espère qu'on sera d'autres à en faire. Il y a le côté bricolage que t'aimes bien, c'est quoi au-delà du plaisir? Il y a le côté, j'ai envie d'un truc, c'est l'envie.
le besoin, et puis en face, un obstacle ou un truc qui n'existe pas. Donc, moi, j'aime bien, voilà, je suis ingénieur de formation, j'aime bien réfléchir, bricoler, prototyper, et trouver la solution à mon besoin ou à mon envie. C'est pas l'envie d'être pionnier qui me guide, mais après, c'est une position qui est quand même agréable, tu vois, c'est sympa parce que effectivement ça inspire, il y a plein de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont envie de tester, donc moi j'adore aussi partager, tu vois, c'est vraiment un plaisir que j'ai sur l'eau, que j'aime partager et donner des tips, des conseils à ceux qui veulent s'y mettre. Donc c'est pas l'objectif d'être le pionnier, mais c'est un peu l'état de la situation finalement. Ouais, donc, et ça te dérange pas. Et ça me va très bien. Oui, c'est cool, tu vois, c'est agréable. C'est un peu d'ailleurs pour ça que je suis invité aussi ici sur le Gliss Van Paris Show, parce qu'ils ont vu mes vidéos, ils ont trouvé ça cool. Ah ouais, c'est très très sympa. Alors t'es conférencier en entreprise, comment ça fonctionne? Les entreprises te sollicitent J'interviens dans les entreprises qui ont besoin qui font en général des séminaires, des colloques, des conventions, des journées team building. C'est de l'intervention qui après je m'adapte au format de l'entreprise, mais ce qui marche bien, c'est une intervention d'1 heure, donc c'est en mode c'est pas un spectacle, mais voilà, prise de parole pendant 1 heure où voilà, moi ma vie a basculé en 2015 et j'ai choisi de me reconstruire par le sport jusqu'à performer et par l'innovation aussi un petit peu avec tu vois, à bidouiller mes trucs. Et donc c'est ce parcours à la fois sportif, technique, humain qui est devenu le socle de mes conférences et qui m'a appris beaucoup de choses. Donc c'est ça que je partage auprès des collaborateurs, des managers, des dirigeants, et évidemment en faisant un lien avec le monde de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Donc ta vie au quotidien, ce que je perçois, c'est tu rides beaucoup et tu fais des conférences. Voilà, c'est ça. Et je partage aussi beaucoup pour essayer de développer. Mais c'est exactement ça. Je ride, je fais des conférences et j'accompagne les assos, les clubs qui veulent développer. Alors à la fois le parasurf, mais le parasurf il est déjà un petit peu développé, même si c'est un petit sport. Hein, mais alors ça n'a pas encore de nom, le para wingfoil ou le sit wingfoil, on verra le nom qu'on lui donne. Donc il y a des clubs, des assos, des fédés qui veulent développer ça, et donc je les accompagne. On va se faire une petite séquence QCM, t'es prêt? Vas-y. On va... allez, go. Si t'as 1 heure libre, c'est Netflix et ça chill, c'est plutôt bricolage matos ou tu check les prévisions pour demain? Alors check des prévisions pour demain, c'est même pas si j'ai 1 heure libre, c'est systématique. Donc ça... Ouais, enfin si, c'est ça là, je check les prévisions pour demain et ensuite je vois ce que je fais. Un rituel avant chaque compète? Non, je crois pas. J'ai pas de... Pas de musique, mantra, geste. Non. Faut aussi, si, un peu ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que je fais un peu de visualisation dans les vagues que j'ai eues pendant les phases d'entraînement, pour savoir ce qui peut se passer aussi pendant la compète et être réactif quand ça arrive. Et en plus, du coup, elles reviennent, donc c'est pratique. Et là, elle est revenue, mais tu vois, elle est revenue parce que j'étais prêt, tu vois. Elle aurait pu revenir sans être prêt, elle serait passée à côté, mais celle-là... Celle-ci, on la connaît, c'est sur tous les spots, tu la repères, celle-ci, et t'espères que personne d'autre va voir le truc qui arrive tous les 20 minutes, là. Ouais. C'est quoi ta playlist idéale pour aller rider? Rap, électro, c'est un mix de électro, musique du monde, un peu punchy, dynamique, ouais, pour mettre de l'énergie. Ah bah c'est ce qu'on a là, hein. Je sais pas si vous entendrez derrière, mais on a un petit peu de son là sur le salon. C'est quoi la galère matos la plus improbable que t'aies eue? Je sais pas si c'est improbable, mais comme je rajoute donc sur le wingfoil, je rajoute des inserts pour mettre une ceinture ventrale avec une boucle à éjection rapide. Vraiment la barre d'insert qui a sauté à la réception sur une chute en fait. Ah ouais. Je me suis retrouvé au milieu du plan d'eau sans ceinture, et donc sans ceinture c'est absolument ingérable, impossible de foiler. Donc je suis rentré sans décoller, mais voilà, à plat, en flottaison. Et quand tu pars rider, des fois t'es solo et tu vis ta vie, ou t'es toujours avec des potes, il y a toujours quelqu'un qui te check De toute façon, il y a toujours du monde, il y a toujours quelqu'un sur les spots, donc c'est rare que je sois seul. Ça m'arrive beaucoup d'y aller avec des potes évidemment, mais ça m'arrive aussi beaucoup d'y aller seul, et dans ce cas-là, je trouve toujours quelqu'un pour me donner un coup de main sur la partie logistique, sur le parking. Alors que c'est très rare que je sois tout seul sur l'eau, et si je suis tout seul sur l'eau, je prends toujours un moyen de communiquer, un téléphone dans une poche étanche sous la combi. Ouais.
Faut que je repasse sur le mode QC, mais c'est la dernière question. Mais si ton parcours devait être un titre de film, est-ce que ce serait Fast and Furious, La vie est belle ou Gravity? Voilà, attends, Gravity, faut que je me souvienne. Gravity, c'est George Clooney, son ouais, papa. mais qu'est-ce qui se passe à Ah la bah fin, là, parce c'est la méga merde. Ah ouais, non, mais non, pas Gravity, alors. Et c'est pas Fast and Furious non plus, parce que moi j'aime bien avancer petit pas par petit pas et me satisfaire de tous les petits trucs du quotidien, donc par défaut, c'était l'autre, c'est quoi déjà? La vie est belle. Voilà, la vie est belle. Il y a des Parfait. galères, il faut prendre le Exactement. bon côté des choses qui arrivent. Si tu devais, j'ai envie de passer à cette question-là. Merci pour t'être prêté au petit jeu là. T'es devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Est-ce que toi, tu te considères comme un modèle? Comment tu vis ça, tu vois? Je m'en rends compte parce que les gens me le disent, mais pour moi, ce que je fais, ça me paraît tout à fait naturel et normal parce que je fais ce que j'aime, en fait. Tu vois, je me lance pas des défis pour réaliser le défi, je me lance dans des projets parce que j'ai envie, tout simplement. Donc, ça me paraît naturel, j'ai pas de mérite à ce que je fais parce que je fais ce qui me fait plaisir, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que t'aimerais dire? Alors, qu'est-ce que tu dis aux jeunes ou aux personnes en entreprise que tu vois, valides ou en situation de handicap, qui hésitent à se lancer dans la glisse? On se tend souvent ça de c'est pas pour moi ce truc-là. Alors, je pense que c'est encore plus vrai avec les gens. Ouais. Après, je fais pas du lobby pour une activité ou pour une autre. Moi, je pense qu'il faut trouver quelque chose qui t'anime personnellement. Alors moi, c'est la glisse et j'en parle énormément, mais tu vois, si les gens n'ont pas cet attrait pour la glisse, n'ont pas envie de mettre une combi pour faire une session un matin d'hiver, je comprends complètement, tu vois, et je peux pas forcément les forcer. Après, si on commence à goûter à la glisse et que on a ce petit attrait, c'est un truc dans lequel on se fait embarquer et puis ça se suit naturellement en fait. Il faut avoir si on a envie de s'y mettre, il faut avoir ce petit déclic. C'est comme moi, je me souviens de mon premier bord au planning en planche à voile il y a je sais plus, il y a 20, 25 ans, 30 ans, non pas 30 ans, mais 25 ans, ouais. Ce déclic que t'as là, quand tu passes ça et que t'as la vitesse, déjà tu te faisais un peu plaisir avant, tu vois, mais bon voilà, tu te baladais, et là tu sens ce truc, tu fais ok, là c'est... Moi je crois que c'est parti, là. mes deux meilleurs souvenirs de glisse, c'est mon premier bord au planning en planche à voile. J'avais 15 ans, j'étais en Corse. C'est la première fois que je faisais de la planche à voile dans un endroit où les conditions étaient correctes. C'est-à-dire qu'il y avait pas, il y avait vraiment du vent et le plan d'eau était adapté. Je me suis dit, mais c'est incroyable la planche à voile. Mais j'ai encore la sensation. Et mon premier backloop en kitesurf. Je pense que j'étais à 12 cm au-dessus de l'eau. Mais alors je le visualise encore comme si c'était hier. C'est des bons moments et je pense qu'on cherche aussi à retrouver ça. C'est ça le kiff. Sur le handisport, tu vois comment t'as vu le truc évoluer depuis 10 ans et tu le vois comment évoluer dans les prochaines années. Tu trouves que ça va dans le bon sens ou pas du tout? Je t'avoue que je me rends pas forcément compte. Je suis pas trop là-dedans. Je suis pas non plus Moi, je me considère pas comme un représentant des handicapés ou des sportifs handicapés. Je vis mon truc. Alors clairement, on a peu de visibilité. Tu vois, moi pour le parasurf, il y a quand même un circuit qui existe international avec des compétitions depuis au moins 10 ans. Donc c'est un truc bien établi. Mais c'est la galère pour trouver un partenaire, un sponsor pour financer son voyage pour les compétitions. Mais après, je le comprends aussi. Voilà, on n'a pas la même médiatisation qu'un footballeur qui va passer en prime time sur les chaînes nationales un samedi soir. Donc les partenaires, il faut trouver des partenaires en fait qui aient cette fibre, qui aient cette connexion. Et je comprends qu'ils aient potentiellement du mal à avoir le retour sur investissement dans ces sports qui sont des sports de niche finalement. Le surf, c'est un peu un sport de chien dans le sens où au pic, il y a jamais personne qui te laisse une vague. Alors quand t'es 2-3 sur la vague, c'est sympa. Et je pense que toi, tu te pointes sur un spot quand il y a pas grand monde, les gens sont cool et tout ça. Mais j'imagine que quand il y a 20 personnes au spot, il y a personne qui te laisse rien du tout, quoi. Ouais, non, je pense que je suis comme tout le monde. Il y a personne qui me laisse plus une vague que je sois handi ou pas handi.
Et moi, c'est pareil, hein, si j'ai la prio et qu'on me drop, je vais le dire. En plus, t'as une pagaie, toi. En plus, j'ai une pagaie, ouais. Toi, tu peux faire mal. Prochaines expériences. Côté sport, tu vises quoi maintenant? Un nouveau titre en parasurf, développer écoute, parafoil? Bah ouais, t'as répondu aux 2 questions. Ah bah Prochain championnat du monde de parasurf, c'est début novembre. On retourne en Californie, mais un spot différent, ce sera Oceanside cette fois. Et développer le para wingfoil, ouais. Là, normalement, je pars en Sardaigne avec la board sailing en octobre pour faire un stage et lancer un peu la dynamique. Et côté extra sportif, conférence, t'as des choses que t'as envie de partager en actu à venir, ou des choses que t'as envie de développer? D'ailleurs, je développe mon business, mon activité que j'ai lancée assez récemment cette année, mais là, je vais faire une petite prise de parole sur le Gliss Advance Paris Show samedi matin à 11h. Puis là, la semaine prochaine, j'ai une conférence dans une entreprise. Je reste à Paris parce que c'est dans le coin. J'en ai une autre la semaine d'après à Toulouse et voilà. Enfin, les personnes qui veulent te contacter, c'est via LinkedIn, c'est le truc là. Réseau LinkedIn, j'ai mon site internet professionnel qui est mon site vitrine sur les conférences. C'est mova-impact.fr. Mova, c'est M-O-V-A. C'est l'acronyme de Motion Vision Adaptation. Un peu les clés du parcours, avoir la vision, l'audace de cette perception et puis le mouvement et l'adaptation. Et enfin, peut-être, si tu pouvais te lancer un défi complètement fou, ce serait lequel? Alors là, il y en a un où il est pas du tout fou, parce que je suis sûr qu'il va marcher, c'est du surf foil. Ok. Donc j'ai une board qui est en préparation chez mon shaper là. Une board que Gong m'a... Donc moi je suis dans la team Gong, hein, une board que Gong m'a fournie, qui est chez mon shaper parce que j'ai des adaptations à faire. Donc je sais exactement ce que je veux, je lui ai demandé, et là elle est en préparation. Donc ce sera en fait du surf foil, wave ski foil en fait, hein. Je serai assis sur la board donc c'est une board de subfoil de Gong, sur laquelle je serai assis et j'aurai une pagaie de kayak pour me propulser. Excellent. Pour faire du foil sans wing, mais vraiment que dans la houle et dans les vagues. Guillaume, j'ai perdu le ice contact avec Guillaume parce que j'étais en train d'essayer de me figurer ce qu'allait se passer. Du coup, t'as besoin d'avoir une pagaie qui est plus longue. C'est quoi le... Non, même pas. Non, pas forcément. Non, une fois que t'es au-dessus, c'est bon. Ah oui, une fois que je suis au-dessus, la pagaie c'est pour me propulser, pour partir dans la vague. Après, c'est l'énergie de la houle qui me pousse. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le visualise Moi, et que je le prévois. Moi, j'ai presque l'impression, avec tes skills qui sont pas du tout les miennes, ça va marcher en fait. Oui, je pense que ça va marcher. C'est comme je le vois comme du free fly en wing. Ouais. Une fois que t'es dans la vague de la houle qui te porte, sauf que ce sera pas un départ au vent, ce sera un départ à la pagaie. Ouais, bah ça va marcher quoi. Voilà. Ah bah écoute, génial. Bah, j'ai hâte de voir ça. Guillaume, on arrive au bout de cette interview. Merci pour le partage, merci pour la super énergie. Ben, merci à toi pour l'opportunité, pour l'invitation, c'est top. Et puis à vite sur un spot. Ouais, carrément. Ça sera avec plaisir. Salut mec. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode de Mordu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, @mordulpodcast, pour les coulisses, les punchlines et les actus de la glisse et de l'outdoor. Et si vous avez des retours ou des idées d'invités, écrivez-nous directement, on adore échanger avec vous. Écouter des podcasts, c'est cool, rider, c'est encore mieux. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mordu. Ciao.